J'ai essayé de repousser l'attaque avec une réaction physique aussi. J'ai pas beaucoup de force, alors ça n'a pas bien marché. J'ai pas compris du tout ce qui s'est passé, donc elle m'a donné une baffe et j'ai pas trop compris ce qui se passait. J'étais un peu à l'ouest et du coup j'ai pas trop réagi. Et c'est une amie qui s'est mise entre nous deux et qui l'a retenue. Et moi j'ai demandé qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me frappes? Est-ce que je peux avoir des explications? Mais je l'ai pas frappé en retour quoi. Le premier réflexe qui vient, en tout cas pour moi, c'est d'essayer de calmer le jeu tout de suite. Alors on se prépare. Dans le cas du judo, c'est utiliser la force de l'autre contre lui-même. Donc le déséquilibre, c'est très important. C'est le grand problème de l'adaptation et du problème de la sélection naturelle. Donc le but pour un organisme, c'est de survivre et de s'adapter à son environnement. Survivre et s'adapter. Parfois plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? La FBM dans les oreilles, un podcast de vulgarisation scientifique de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Bienvenue dans l'épisode 4. Je suis Clara Sokoup de l'unité de communication de la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL, la FBM, co-réalisatrice et modératrice de ce podcast. Vous l'avez peut-être déjà deviné, dans cet épisode, nous allons parler de survie. Plus précisément, de ce qui permet aux êtres vivants de se rendre compte qu'ils sont attaqués et, bien sûr, de ce qu'ils font pour se défendre. La voix qui vient de vous parler de survie et d'adaptation est celle de Philippe Raymond, je suis professeur au département de biologie moléculaire végétale. Philippe Raymond est l'un des deux spécialistes que j'ai rencontrés pour obtenir des réponses à ces grandes questions de la vie, ou de la survie. Il étudie comment les mécanismes d'agression et de défense ont évolué au fil de millions d'années. Et ici, on parle bien des attaques qui proviennent de l'extérieur. Donc, un organisme contre un autre. Alors, il y a plusieurs types d'attaques, mais celle qui me vient en tête, c'est l'attaque de panique. Mais oui, je sais. Il y a encore plein d'autres types d'attaques. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les menaces extérieures. Sinon, cet épisode risque de durer quelques heures. Alors, Philippe Raymond, comment est-ce que les êtres vivants réalisent qu'ils sont la cible d'une attaque? Ce qui est ressorti comme thème unificateur, c'est que les plantes ont évolué des récepteurs à la surface des cellules qui leur permet de détecter des molécules qui proviennent de leur ennemi. C'est l'idée qu'elles sont capables de reconnaître le non-soi, une molécule qui ne leur appartient pas. Attendez. Les plantes, vous dites? Le monde animal a aussi cette même idée de récepteurs à la surface qui détectent des molécules, quelquefois qui sont similaires aux molécules détectées par les plantes. Par exemple, la flagellée, une partie du flagelle est aussi reconnue par les cellules humaines comme le signe qu'une bactérie pathogène se trouve à l'extérieur. La flagelline. On parle d'une partie d'une bactérie qui est reconnue par les plantes, mais également par les cellules humaines, comme un signe de danger. Donc, ça veut dire que nous, les êtres humains, même si on est très éloignés des plantes, on utilise les mêmes mécanismes pour reconnaître nos ennemis. Donc, ce mécanisme conservé nous fait penser que c'est quelque chose de très ancien, qui existait à l'origine de la vie et qui était conservé dans des groupes aussi différents que les animaux et les plantes. Je ne dirai plus jamais que mon ficus est stupide. Il semble que nous nous ressemblons plus que ce que j'avais imaginé. Mais revenons à nos moutons, ou mieux, à nos plantes, et à la manière dont elles se rendent compte qu'elles sont attaquées. Ça, c'est un thème vraiment général, c'est que pour pouvoir détecter un champignon, une bactérie ou un insecte, les plantes reconnaissent des molécules qui sont essentielles dans leur ennemi. Donc, dans le cas des bactéries, c'est par exemple des fragments de la paroi ou des peptides du flagelle. C'est des molécules qui sont essentielles pour la survie de la bactérie et qui trahissent cette bactérie comme étant un ennemi de la plante. Donc, pour commencer, il faut être capable de reconnaître des éléments qui ne nous appartiennent pas, des choses étrangères. Au niveau immunologique, ce principe est connu comme la capacité de distinguer le soi du non-soi. Un principe crucial pour se défendre contre des envahisseurs, comme lors d'une infection, et qu'on retrouve chez presque toutes les formes de vie, chez les champignons, les plantes, les animaux, y compris l'être humain. La capacité de différencier le soi du non-soi fait partie du système immunitaire inné, la première ligne de défense.
Au niveau moléculaire, tout ceci est possible grâce à des récepteurs capables de reconnaître des molécules étrangères. Par exemple, la protéine spike des coronavirus. Ces récepteurs relaient ensuite le signal de danger à l'intérieur de la cellule. Mais le principe du soi versus non-soi va plus loin. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que les plantes sont aussi capables de percevoir des signaux de danger qui proviennent de leur contenu cellulaire. Lorsqu'une cellule est cassée lors d'une infection par un pathogène ou par un champignon, ou lorsqu'un insecte mange une feuille, ça va casser les cellules. Et en cassant les cellules, on va relâcher à l'extérieur des molécules du cytoplasme, du contenu cellulaire, qui elles-mêmes sont aussi détectées par des récepteurs de surface. Donc la plante est même capable de reconnaître le danger de ses propres cellules qui sont cassées. Ça veut dire que les plantes détectent quand leurs propres molécules ne se trouvent pas au bon endroit. Un indicateur que quelque chose est en train de les attaquer, physiquement. Nous aussi, on sait faire ça? C'est connu que les cellules humaines sont capables de reconnaître des éléments de la cellule lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur. Donc il y a aussi des récepteurs pour ces molécules de danger. Donc il y a certainement quelque chose d'équivalent lorsque des blessures sont mises en place. Une blessure, on peut se couper. Ça, c'est un point d'entrée pour des infections. C'est des bactéries qui créent des infections. Donc, il y a aussi un système de perception de molécules qui sont relâchées. Par exemple, l'ADN peut être reconnu comme étant quelque chose qui s'échappe de la cellule. Toutes les cellules reconnaissent des molécules d'elles-mêmes quand elles ne sont pas au bon endroit. Je ne vous cache pas que cette ingéniosité de la nature me fascine. Un système très sophistiqué, me semble-t-il. Si nous revenons aux plantes, l'évolution les a équipées d'un autre pouvoir remarquable pour identifier une agression. On a découvert que les plantes sont capables aussi de percevoir la présence des œufs d'insectes. Et ces œufs, qui sont simplement posés sur la surface de la feuille, ne cassent pas la paroi, sont simplement posés. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a des phospholipides qui diffusent hors de l'œuf. Donc ces molécules-là sont capables de naviguer entre les fragments de paroi et la plante est capable de les détecter. Donc elle a inventé un système pour détecter la présence d'un futur ennemi, puisque l'œuf en lui-même n'est pas un ennemi, mais l'œuf va donner naissance à des petites larves d'insectes qui vont manger la plante. Donc la plante reconnaît même son ennemi avant même qu'il soit vivant. La capacité de détecter un ennemi avant même qu'il n'existe. Et nous, les humains, qu'en est-il de notre faculté à identifier un ennemi ou un potentiel ennemi? C'est intéressant parce qu'on a notre système inné de défense. On a les mêmes capacités de se défendre contre une bactérie, un champignon avec nos récepteurs de surface. Puis ça se fait de manière automatique. Et puis après, on a un peu complexifié le système. On a appris à avoir une mémoire des attaques. Donc on a développé les anticorps, qui est un système adaptatif qui nous permet de se rappeler qu'on a été attaqué. Et puis, on a un niveau encore supérieur d'adaptation, c'est qu'on a une conscience et une connaissance de la maladie qui fait qu'on est capable d'essayer de l'éviter. Donc, on a des pratiques d'hygiène, un comportement, si vous voulez, face à la maladie qui nous permet d'éviter d'entrer en contact avec ces éléments pathogènes. Ah, j'ai donc quand même une longueur d'avance sur mon ficus. La conscience qui nous permet d'activement éviter une attaque est une aptitude majeure qui nous distingue d'autres êtres vivants. La première étape est donc franchie. On s'est bien rendu compte qu'on est l'objet d'une attaque. Et maintenant? Alors quand une plante détecte qu'elle est attaquée, tout à coup, elle va transmettre l'information dans la cellule et puis elle va induire l'expression de gènes. Et ces gènes sont importants pour fabriquer des protéines de défense ou des composés de défense. Donc typiquement, on va fabriquer des produits toxiques qui vont essayer de tuer ou de diminuer la performance de celui qui attaque. La défense est lancée. Chez les plantes, il s'agit typiquement de la production des composés toxiques contre des bactéries, des champignons ou des insectes. Ces composés visent à bloquer, par exemple, le système digestif des insectes. Ça, c'est une façon très efficace de se défendre contre ses ennemis. Une autre façon qui est assez originale dans le cas des insectes et qu'on ne trouve pas dans le cas des champignons et des bactéries ou des virus, c'est que les plantes, non seulement luttent directement contre l'insecte, mais en plus, elles vont fabriquer des composés volatiles, des odeurs, qu'elles vont relâcher dans l'atmosphère. Et ces odeurs vont attirer des petites guêpes parasitiques qui viennent tuer la chenille. Donc la plante appelle à l'aide. Alors? Grâce à cette information chimique qu'elle disperse dans l'atmosphère, elle appelle à l'aide et elle utilise des petits insectes qui sont les prédateurs des chenilles.
Donc, si vous voulez, appeler des amis ou des ennemis de vos ennemis, c'est une façon de se défendre. Et ça, c'est unique aux interactions plantes-insectes. Maline, c'est cousine de mon ficus, qui sont tour de garde du corps. Donc j'ai été chercher un serveur pour qu'il vienne intervenir et il lui a dit de partir. Puis pour les attaques verbales, c'est parler avec d'autres personnes, discuter avec des professionnels ou même de la famille pour pouvoir décompresser de ça. Et donc là, moi, je suis allée faire des signes au videur en lui disant lui, il emmerdait 2 filles avant, maintenant il nous embête nous. Il semble qu'il n'y a pas que les plantes qui appellent à l'aide. Quelle que soit la stratégie choisie, se défendre, ça coûte pas mal d'énergie. Les plantes, elles ont toujours un niveau de base de composés toxiques. Donc, quand vous allez dans la nature, si vous mangez n'importe quelle plante, très souvent, c'est pas très bon, c'est toxique. Parce qu'elles ont déjà, sans avoir été attaquées, elles ont déjà un niveau de base de composés toxiques. Parce qu'il faut qu'elles soient déjà prêtes à une première attaque. Mais comme fabriquer des composés toxiques, c'est de l'énergie pour la plante, ce qu'elles ont, c'est justement, elles ont évolué un système de perception du danger qui leur permet de répondre seulement lorsqu'elles détectent leur ennemi. Donc, à ce moment-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles activent cette voie de signalisation pour activer des gènes, pour finalement fabriquer beaucoup plus de ces mêmes composés de défense. Donc, elles augmentent la quantité de composés de défense seulement quand elles ont besoin pour économiser de l'énergie. En parlant d'économiser de l'énergie, vous aussi, vous avez un jour rêvé d'avoir un petit réservoir rempli de venin, prêt à être lancé contre quelqu'un qui ne respecte pas vos limites. En fait, pourquoi nous, les êtres humains, on n'en a pas? Well, I think because we develop other qualities to kill everything else around us. And we succeeded very well. C'est pas faux. On a trouvé pas mal de moyens pour éliminer tout ce qu'on perçoit comme une menace. Mais sinon, plus sérieusement. So evolving a venom system is definitely costly because producing toxins requires lots of energy, especially some of them are very large, very big. There's lots of also modification and also sometimes they don't work. That's why there's this prey-predator race, no? So the prey might become resistant, so you have to constantly adjust your toxin composition to keep up with the resistance that the prey builds up. Giulia Sancolli, ladies and gentlemen, chercheuse postdoctorale au département d'écologie et évolution de la FPM. Elle étudie les organes à venin et vient de m'expliquer que développer et maintenir un tel organe, ça demande beaucoup d'énergie. Malgré ça, c'est un système de défense qui est fortement conservé au cours de l'évolution. Avant d'aller de l'avant, vous aussi, vous vous demandez quelle est la différence entre venimeux et vénéneux? We define venom as a cocktail of proteins, effectors, of toxins that is injected. So the community agreed on the fact that venom needs to be injected into your system. So an animal is venomous if it has an apparatus, a delivery system to inject the venom into a prey or predator. De l'anglais en français donc. Venomous égale venimeux égale un organisme qui produit un venin, un cocktail de substances toxiques qu'il inocule à ses ennemis, par exemple avec une dent ou un dard. Poisonous égale vénéneux égale un organisme qui produit une substance qui est toxique pour ses ennemis si elle est absorbée, mais l'organisme ne possède pas de mécanisme pour injecter la substance activement. Revenons aux recherches de Giulia Sancolli. Lauréate d'une bourse Marie Curie de la Commission européenne, elle est experte des animaux venimeux. Amoureuse des grenouilles, des serpents, des araignées, de tout ce qui grouille. Bref, fan de bébêtes auxquelles peu de gens ont envie de se frotter. I really liked amphibians, so I did most of my project on that, including my PhD. And then it's only after my PhD that I start looking around, what can I do now? And that's how I came across this job ad, and they were looking for a postdoc on a project on rattlesnake venom. And so I decided, why not? I like snakes, so... Pour son premier projet postdoctoral, elle a étudié la production de venin chez les serpents à sonnettes dans les déserts de Mojave en Arizona. So we took the car and do lots of driving and working with rattlesnakes, it means driving at night, slowly, looking at the road. And
Every now and then you see a snake crossing the road. So what we would do, yes, you scream snake. So you pull the handbrake, jump out, go check if the species that we are interested in is yes or no. And if so, we would have like bags and we would put them in the bag and put them in the trunk. And then at midnight at 1, we would be okay, enough. Let's go back to the motel. So we would take the snakes in the motel and then we would just put them in the drawer. Oui, vous avez bien entendu. Pour étudier ces serpents hyper venimeux, les scientifiques les transportaient en pleine nuit du désert à leur motel. Et les gardaient dans un tiroir jusqu'au lendemain pour collecter des échantillons de leur venin. Pas sûr que les voisins auraient bien dormi s'ils avaient su. And then in the evening, of course, we would drive back where we collected. Et le soir, grâce aux coordonnées GPS, il les ramenait à l'endroit exact où il les avait trouvés la veille. Avec, parfois, une pause au restaurant avec le sac à dos plein de serpents. Toujours en espérant qu'ils ne se mettent pas à utiliser leur sonnette. Et pourquoi exactement étudier ces serpents? This project was mostly focused on this species, the Mojave rattlesnakes, which is very particular because its venom composition. Les serpents à sonnette du Mojave ont, au sein de la même espèce, une diversité particulière en matière de production de venin. En Arizona, la majorité des animaux produisent un venin neurotoxique. Mais certains d'entre eux, qui vivent dans les alentours de la capitale, Phoenix, produisent une version plutôt hémorragique. En analysant ces serpents cousins, Giulia Sancolli a identifié une combinaison de facteurs génétiques et écologiques qui explique partiellement cette adaptation évolutive. Une adaptation qui permet aux serpents de lancer une attaque efficace en fonction d'où ils et leur proie habitent. Mais attendez, là on parle d'une attaque tout à coup. Cet épisode parle-t-il finalement d'attaque ou de défense? Où se situe la frontière? Pour moi, un synonyme qui va bien, c'est une agression. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va volontairement essayer de porter une atteinte physique envers un autre. Une attaque, c'est une invasion de l'espace personnel, je dirais, physique ou psychique. C'est comme ça que je l'entends. Je pense qu'une attaque, moi je dirais que c'est quelque chose qui heurte, qui choque. Je pense que c'est beaucoup lié au vécu, en fait, à une situation où on heurte, on viole le consentement de quelqu'un ou même plus largement d'un groupe. Et je pense que c'est important de dire que c'est un truc qui peut être subjectif aussi, que ça va être, c'est quelque chose qui va être perçu par une personne comme étant une attaque et par une autre pas du tout. Ça c'est une question intéressante parce que est-ce que nos comportements ne sont pas, au bout du compte, toujours des problèmes de compétition, d'interaction et d'attaque, parce que notre but très égoïste, c'est de survivre, c'est de passer nos gènes à la génération suivante. Et tous nos comportements sont peut-être liés au fait que notre seul but, c'est de générer une descendance. C'est une idée qui était popularisée par Dawkins avec le gène égoïste, mais je trouve que ça explique pas mal de nos comportements. C'est très biologique, c'est une vision très évolutive du fonctionnement de l'être humain, mais je pense qu'il y a quand même très profondément quelque chose d'inné qui nous pousse à nous protéger. Donc se protéger, c'est souvent se battre contre des gens qui nous agressent. Et puis il y a combien de fois où on se dit, on se croit attaqué alors que on a mal compris un message et on se sent attaqué par quelqu'un qui nous a un message anodin, parce que notre interprétation a fait que ça a dévié de l'intention. Retour au monde animal. Défense versus attaque, une question vraiment pas évidente. Le même mécanisme, le même produit toxique, peuvent-ils servir pour les deux? Mère Nature trouve parfois des solutions créatives. The venom apparatus of consciousness is very peculiar because their venom, their gland, is not like the typical gland that you would expect like in snakes, but it's a very, very long tube. Like there are some species which is like this long, almost a meter long. Yeah, and it's all packed inside this small creature, really. And then at the end, they have like a modified tooth, which is like a harpoon that they use to inject the venom. They just... And they did some recording at which speeds they are able to shoot these tooth. It's just crazy. À l'heure actuelle, Giulia Sancolli étudie les cônes, des escargots de mer qui ont développé un organe à venin assez particulier. Leur glande produisant des toxines est un tube allongé,
qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre et qui est enroulé dans le corps de l'escargot. Quand ils lancent une attaque ou une défense, faites bien attention à la suite, ils éjectent une partie de ce tube qui, au bout, possède une espèce de dent. Imaginez-le comme un harpon, éjecté à la vitesse de l'éclair. Ce qui fascine les biologistes, c'est que ces escargots produisent 2 différents types de venin. Un pour se défendre contre un ennemi et un autre pour chasser, donc pour attaquer leur proie. Curieusement, ces 2 venins sont produits dans le même tube, mais dans 2 régions différentes. So how they are able to produce this different venom, and most importantly, how they are able to inject it, the two, without mixing, right? Is an open question that I'm trying to answer with my ProFam grant. Comment exactement le cône arrive à contrôler cette production sans mélanger ces 2 venins reste une énigme. Une énigme que Giulia Sancolli espère élucider lors de ses recherches soutenues par une bourse ProFam de la FPM. Résumons. On a parlé de 1. Comment se rendre compte qu'on est la cible d'une attaque. Et puis 2. Comment lancer une défense. Ou une contre-attaque. Appelez ça comme vous voulez finalement. Mais ce qu'il nous reste encore à explorer, c'est la question « Et si l'ennemi connaît déjà notre arme et sait contourner notre défense ?» En termes scientifiques, on parle de l'adaptation évolutive. Un exemple que je trouve assez remarquable d'adaptation, de contre-adaptation, c'est l'exemple des fleurs de la passion. Pour l'illustrer, Philippe Raymond me raconte une de ses histoires préférées du monde végétal. C'est un groupe d'espèces qui font des très belles fleurs, comme on les connaît tous, mais les feuilles sont très toxiques, elles contiennent du cyanure. Et cette molécule de cyanure pose un problème très important aux chenilles qui essaient de manger ces feuilles. Et il y a très peu d'insectes qui mangent des feuilles de fleurs de la patience. Mais évidemment, comme ça se passe, il y a une espèce d'insecte qui a réussi à inventer une enzyme qui détoxifie le cyanure. Donc ces chenilles-là, non seulement elles stockent le cyanure dans leur corps pour se protéger contre leurs propres ennemis, mais elles sont capables de manger les feuilles de fleurs de la passion. Et certaines espèces de fleurs de la passion, devant cette pression de sélection de ces chenilles qui les mangent, ont inventé un nouveau mécanisme de défense contre cet insecte qui s'est adapté, que je trouve fascinant. Sur les feuilles de ces espèces, on voit tout à coup apparaître des structures qui ressemblent à des œufs d'insectes. Et ces structures qui sont colorées, qui sont jaunes, qui sont en 3 dimensions, ressemblent fortement à des œufs d'insectes de ce papillon. Et ce qu'on a observé, c'est que le papillon de cette espèce qui s'est adaptée aux fleurs de la passion, lorsqu'il arrive sur ces nouvelles espèces qui ont des espèces d'imitation d'œufs sur les feuilles, ne dépose plus ses œufs sur les plantes. Parce qu'il a l'impression qu'elles sont déjà occupées et un papillon, en général, ne met pas tous ses œufs sur la même plante pour être sûr qu'il y a assez à manger. Donc ce mécanisme de défense de la plante, qui est absolument fascinant, qui est basé sur une imitation, repousse les papillons et permet à la plante de ne plus être attaquée par ces espèces de papillons. Et ça, je trouve remarquable parce que ça montre l'ingéniosité de la vie. L'ingéniosité de la vie. Je n'arriverai jamais à trouver une meilleure manière de résumer cet épisode. En plus, cet exemple de l'adaptation nous ramène au tout début. Vous vous souvenez? C'est le grand problème de l'adaptation et du problème de la sélection naturelle. Donc le but pour un organisme, c'est de survivre et de s'adapter à son environnement. La FPM dans les oreilles, un podcast de vulgarisation scientifique. Réalisé par Clara Soucoupe à la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, avec le soutien éditorial de Laure Gabu. Musique par Attrick. Mixage par Olivier Lübkemann.